Bon, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc personnel, on va dire, la dépression. Alors, je suis en train d'écrire un livre sur la dépression qui s'appellera Une dépression pour rien, d'où le titre de la vidéo. Et vu que je me replongeais un petit peu dans ma dépression que j'ai eue, du coup, ça m'a donné envie de faire une vidéo dessus. C'était absolument pas prévu. Mais je me replongeais dans les émotions d'avant que j'ai eues pendant ma dépression, les souvenirs, les moments pas très agréables. Et du coup, j'avais envie de faire cette vidéo. Voilà. Alors, la dépression, c'est un sujet très important qui est pas souvent abordé. Heureusement, avec le Covid et justement les jeunes qui sont enfermés chez eux, qui peuvent plus trop sortir, enfin qui peuvent moins sortir. Surtout ceux qui sont en fac, qui se sont déplacés et qui n'ont pas d'amis proches, vu qu'ils ont parfois changé de ville. Donc on parle de plus en plus quand même de dépression, c'est pas plus mal. Même si c'est pas toujours assez, parce que de toute façon, en plus, il n'y a même pas assez de psy. Alors il faut savoir que la dépression, c'est un phénomène tout à fait normal. Il y a à peu près 10% de la population qui va subir, ou qui va avoir une dépression pendant sa vie. Et donc sur la France, ça représente à peu près 7 millions de personnes, ce qui est pas mal, hein. Donc si vous souffrez d'une dépression, sachez que vous êtes loin d'être la seule ou le seul. On est beaucoup à avoir eu une dépression, mais on le sait pas forcément. Peut-être que tu côtoies des gens qui ont eu une dépression et qui n'en parlent pas. C'est tout à fait possible. En général, on garde nos blessures pour soi, entre guillemets. On n'en parle pas forcément tout le temps, hein. Bon, pour comprendre un peu pourquoi je veux parler de ça, je vais parler un peu de mon histoire personnelle. Donc, ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai fait une dépression, comment ça s'est passé. Retracer un petit peu les grandes lignes, on va dire. Alors moi, je suis pas né dans une famille avec des problèmes particulièrement importants. Je dirais que c'était une famille plutôt normale, si ça existe. Mais on a du mal à savoir comment est notre famille par rapport aux autres, comment elle est située dans la gravité des problèmes, plus ou moins de problèmes, beaucoup de problèmes, pas de problèmes, on sait pas trop, vu qu'on n'a pas... on connaît pas beaucoup de familles déjà, d'une part. On connaît souvent les familles autour de nous, nos cousins, etc. Quelques amis. Et la plupart du temps, on voit ce qu'ils veulent bien nous montrer. Donc on voit pas vraiment les problèmes qu'ils ont pu avoir, etc. Donc c'est difficile de savoir où on se situe au niveau problèmes familiaux par rapport aux autres, quoi. Donc on a parfois une mauvaise idée des enfances des autres. On aggrave la nôtre parce qu'on connaît pas celle des autres. On pense parfois être le seul à souffrir. Dans les familles, il se passe beaucoup de non-dits, hein. Donc les non-dits, c'est des choses, on va dire des événements, pardon, des événements qui se sont passés, ou qui se passent en ce moment et qui ne sont pas mis en mots. Voilà, qui sont pas mis en mots et qui pèsent un petit peu au niveau de l'atmosphère, dans l'ambiance de la famille, et qui peuvent parfois être très graves, ou des fois c'est des petites choses ou des moyennes choses. En général, ça reste quand même un petit peu des choses qui font pleurer, hein. On va pas se le cacher. Et dans la mienne, il y avait, comme dans toutes les familles, des petits non-dits, mais pas des très gros non-dits, on va dire. Pas des choses qui pourraient me traumatiser, on va dire, ou qui pourraient se répercuter sur moi et qui auraient pu avoir une influence vraiment néfaste sur mon développement. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien vraiment de fondamentalement mauvais dans l'ambiance de ma famille pour que j'ai subi une dépression. C'est ça que je veux dire. Moi, j'étais un enfant particulièrement bougeon. Alors, j'ai pas eu l'étiquette d'hyperactivité parce que j'étais pas assez agressif. Bon, j'avais des troubles de la concentration, je bougeais beaucoup. Mais apparemment, il faut avoir une espèce d'impulsivité, d'agressivité pour être catalogué hyperactif. Et moi, je l'avais pas. Du coup, à cause de ce problème-là, j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école, hein. C'était pas du tout mon truc. Je détestais à l'école. Et j'ai très vite abandonné de travail à l'école. C'était vraiment pas fait pour moi. Et dans ces moments-là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on abandonne nos efforts, vu qu'on remarque que nos efforts ne produisent pas assez de résultats et qu'on n'est peut-être pas assez patient ou assez fort pour continuer et persévérer. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrête. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté de faire des efforts pour éviter justement à me confronter aux échecs que j'aurais pu avoir par rapport à ces efforts-là.
Ça permet de protéger un peu son estime de soi. Donc si on ne travaille pas, on sait qu'on aura une mauvaise note, mais on sait pourquoi on l'a eu, parce qu'on n'a pas travaillé. Donc ça permet de protéger un petit peu son estime de soi personnelle pour pas qu'elle se fragilise trop, pour pas qu'elle soit trop heurtée, que ça nous fasse mal en fait, tout simplement. Du coup, on se protège comme on peut, entre guillemets. Hein. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai complètement abandonné jusqu'à que je reprenne à 27 ans. Ouais, à 27 ans. La fac. Enfin, le DAU d'abord. Je le raconterai après, mais la fac ensuite. De psychologie. Mais c'est vrai qu'on abandonne et du coup, on fait plus d'efforts. Comme ça, ça nous protège, en fait. Tout simplement. Mis à part ces difficultés à l'école, j'ai eu pas mal de problèmes, on va dire, à me faire des potes ou des amis. Pour donner un exemple, dans toute ma scolarité, j'ai fait qu'un anniversaire. Enfin, j'ai été invité qu'à un anniversaire à McDonald's, je me rappelle, j'étais en primaire, j'étais petit. Enfin, en tout cas, c'est le seul dont je me souviens, peut-être qu'il y en a un ou deux, mais j'avais demandé à ma mère, et pareil, elle m'avait dit un. Et je me rappelle très bien qu'elle était très stressée parce que c'était le seul, et elle avait peur que je fasse des impairs sociales, on va dire. Parce que j'ai eu beaucoup de mal quand j'étais petit, j'ai toujours un peu de mal à comprendre les codes sociaux, on va dire. Et du coup, je sais pas trop pourquoi les gens réagissent comme ils réagissent, je trouve ça très bizarre des fois. Apparemment, c'est moi qui suis bizarre, mais je pense plutôt que c'est les autres, moi. Mais bon, je pense que tout le monde pense un peu comme ça, donc je sais pas trop. J'avais tellement abandonné l'école que quand on m'a proposé de redoubler, et qu'on m'a demandé si j'allais travailler lors de cette deuxième chance, entre guillemets, j'ai répondu non. Parce que je savais que j'allais pas travailler, tout simplement. Bref, l'école se passe, et c'est toujours la même chose. J'y vais sans intention de travailler, et c'est juste une espèce d'endroit où je vais parce que je suis obligé d'aller, tout simplement. Où je suis obligé d'aller, ni plus ni moins. À côté de ça, quand même, je sors avec quelques potes, dehors, à faire des conneries, on va dire ça comme ça, à faire des conneries, à rigoler, de temps en temps, et surtout avec un pote que j'ai perdu de vue depuis, et avec qui j'ai passé mes 2 années de collège, donc le 6e et le 5e, parce qu'après j'ai changé de collège, et là là j'ai plus du tout eu de rapports amicaux avec qui que ce soit, à part en cours ou dans la récré, vite fait, dans le nouveau collège, mais sinon pendant 5 ans à peu près, jusqu'à la fin de mes 19 ans, j'ai eu aucun pote, aucun ami. Je jouais tout le temps aux jeux vidéo, où je faisais du sport, parce que vu que j'étais quand même assez bougeon, il me fallait quand même ma dose d'activité physique. Donc je faisais des tractions, j'allais au parc, je commençais le parcours. J'ai essayé de m'immiscer dans des groupes d'escalade ou de parcours, mais j'ai vraiment eu du mal à créer le lien, à comprendre les codes sociaux. Ce qu'il faut pas dire, ça me demandait beaucoup d'efforts. Et j'avais pas une estime de moi assez fort pour résister aux échecs. Donc du coup, j'ai abandonné vite. Et je me réfugiais dans mes jeux vidéo et dans mes activités solitaires, donc le jeu vidéo et le sport. Bon, je passe à peu près de 13 heures à 15 heures par jour de jeux vidéo quand je joue. Parce qu'il y a des moments où je jouais pas, parce que je déprimais dans mon lit. À compter les jours et les mois et les semaines et les années qui passent et qui passeront. J'avais un jeu très glauque où je prenais mon portable et je regardais le calendrier. Et je passais les jours, les semaines et les mois et les années comme ça. Je remontais loin, 2035, 2040. Et je me disais, cette année-là je fais rien. Cette année-là je ferai rien. Cette année-là je ferai rien. Cette année-là je ferai rien. Cette année-là, je ferai rien. Et c'était assez glauque. C'était assez triste aussi. Et du coup, j'ai fait ça pendant longtemps. C'était mon jeu morbide. Comme je l'ai dit, à partir de 19 ans, vers 20 ans, on va dire. Là, j'ai commencé avant, j'ai vu quelques personnes, je voyais de temps en temps. Et grâce à une connaissance, justement, trouvée dans un parc, j'ai rencontré celui qui deviendra mon meilleur ami par la suite, et sans qui je serais probablement pas là aujourd'hui. C'est lui qui m'a donné vraiment confiance en moi. On va dire que mes parents n'ont pas pu faire ce travail-là, parce que mes parents n'ont pas assez confiance en eux, enfin n'ont pas su me transmettre cette confiance. Du coup, c'est mon ami qui s'en est occupé.
Et j'avoue que ça a plutôt bien marché. Enfin, là, c'était pas intentionnel, hein, mais on va dire que son contact, ça m'a donné de la force. On va dire ça comme ça. Mais bon, le temps passe et le train de la vie passe. Comme disait ma mère, tu vas louper des wagons. Des wagons. J'en ai loupé beaucoup. Des wagons. Et c'est dur de revenir après, d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, du coup, je ne fais rien pendant cette période. Enfin, pendant de... Ouais, de 15 ans de 15 ans mon deuxième collège jusqu'à mes 26 ans, 27 ans. Bah, on va dire que je suis en dépression, donc ça fait plus de 10 ans, quoi. Même si pendant les années où je suis obligé d'être à l'école, ben j'y vais, mais je fais rien en fait. Je fais rien du tout. Et du coup, je rencontre quand même mon meilleur ami à 20 ans, et là ça me donne un petit coup de punch, mais ça me sort pas du tout tout de suite de, on va dire, de la solitude. Déjà au début on se voit pas beaucoup, puis petit à petit on se voit de plus en plus. Mais lui il a sa vie, donc la plupart du temps je suis quand même tout seul chez moi, à jouer aux jeux vidéo ou faire du sport, parce que je ne fais rien. De temps en temps je fais des espèces de formations où je travaille un petit peu, genre de trucs. Mais pas plus quoi. Donc pendant cette période-là, je ne vois et je ne parle à pas très peu de gens. Et surtout, surtout, on va dire que je ne vois aucune fille, je n'ai aucune relation avec les filles, je parle pas avec des filles. Je parle très peu avec des garçons, mais quand même un peu plus quand je vais à l'escalade ou quand je fais du parcours, qui est quand même très beaucoup de garçons. Donc du coup, je parle un petit peu avec eux, mais je vais pas chez eux, je fais pas de soirée, je fais rien du tout. Alors c'est aux alentours de 25 ans que je me réveille, on va dire. Je me réveille parce qu'il s'est passé un événement personnel dans mon milieu familial. Et ça me donne envie de lire de la psychologie, en fait. J'avais toujours un livre qui traînait dans ma chambre. Attendez, je vais le chercher. Alors le titre c'est Si je m'écouterais, je m'entendrais. C'est de Jacques Salomé. C'est un livre qui appartenait à ma mère et que j'avais pris, je ne sais plus où, je ne sais plus comment, peut-être qu'elle me l'avait prêté en me disant de le lire et que je ne l'ai pas lu. Mais du coup, oui, ce livre-là, c'est le premier livre de psycho que j'ai lu et qui m'a permis vraiment de m'aider, quoi. Enfin, c'est pas que celui-là, hein, mais du coup, j'ai commencé avec celui-là et j'en ai lu des dizaines et des dizaines. J'en ai lu beaucoup depuis. Ça se voit à la bibliothèque. Il n'y a pas que de la psycho, mais il y en a beaucoup. C'est le plus gros rayon, la psycho. Et mais il me faut quand même du temps pour arriver à... Bon, il y a beaucoup de discussions aussi, Enfin, avec mon copain, mon pote. Ma mère et mon père essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais bon, c'est difficile aussi pour eux, hein. C'est pas... on va dire, ils ont des soucis personnels, ils ont des difficultés... Je leur en veux pas du tout de ne pas avoir fait autrement que ce qu'ils ont fait. Il me faut 2 ans tout simplement pour arriver à débloquer beaucoup de barrières psychologiques et essayer de retourner, parce que là j'ai vraiment envie de devenir psy en fait. C'est vraiment le déclic, j'ai envie de devenir psy. Et il me faut 2 ans pour concrétiser le projet et m'inscrire au DAUF. C'est le diplôme d'accès aux études universitaires, DAUA. Littéraire, en gros, c'est une espèce de bac pour adultes, pour éviter de passer tous les processus un peu longs. Et du coup, la première année, donc c'était à 26 ans, j'essaye de m'inscrire à la fac. Enfin, j'essaye d'aller sur les quais, parce que j'habite à Lyon, donc les quais de Lyon, c'était là-bas que ça se passait, et je ne réussis pas à rentrer. J'ai pas réussi à rentrer, j'étais beaucoup trop stressé. Donc j'étais vraiment vraiment très 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 stressé et j'ai pas pu rentrer tout simplement. Ça représentait trop de choses pour moi, c'était trop. Donc c'était impossible que j'arrive à rentrer tout de suite. Et j'y suis pas arrivé. Mais je me rappelle très bien que ça c'est vraiment une notion importante, c'est il faut s'en vouloir suffisamment pour qu'on arrive à bouger. Mais il faut pas s'en vouloir trop parce que sinon en fait ça retient l'action. Si on s'en veut trop, on est bloqué, et si on veut pas du tout, si on estime qu'on a rien à se reprocher, bah on va pas bouger non plus en fait. Donc c'est vraiment un dosage subtil et ça dépend de son estime de soi, si elle est assez forte pour résister à une plus forte culpabilité, on va dire. Ça dépend vraiment de l'estime de soi que tu as. Mais finalement, l'année d'après, donc à mes 27 ans, j'arrive à rentrer et à m'inscrire et j'arrive à passer mon DAUA.
et à rentrer à la fac. Et actuellement, j'ai une licence 3. Alors, j'ai pas été pris en master cette année. C'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne et d'autres projets que j'avais à côté, que j'ai pu continuer plus facilement, comme écrire des livres, par exemple. Et il a fallu beaucoup d'efforts quand même personnels pour que j'arrive à ça, parce que j'avais vraiment une phobie sociale et une phobie scolaire. Et j'ai dû dépasser tout ça. Ça m'a pris de l'énergie, du temps, des lectures, appliquer les lectures, essayer de voir comment on peut mettre en pratique ce qu'on a lu, quoi, tout simplement. Sinon, le savoir, des fois, il sert pas. C'est pas forcément facile, on n'arrive pas tout le temps, hein, mais il faut essayer quand même de trouver des petits tips, des petits trucs personnels. Et j'ai vu quelques psys, mais j'ai vite abandonné. Je voulais pas. J'arrivais pas. J'avais un problème avec le lien. Avec le lien de. Ouais, je sais pas. En tout cas, j'ai pas réussi à continuer à voir le psy. J'en ai vu un très longtemps, enfin pendant 3 ans quand j'étais en primaire. Mais j'ai arrêté d'en voir un après. J'en ai vu un, deux, trois ou quatre d'affilée, mais j'allais pas au rendez-vous. Enfin, j'étais vraiment pas motivé. Hein. C'est la dépression, c'est ça. Même aller chez le psy, c'est vraiment. Bah, t'as pas la motive, quoi. T'as pas l'énergie, peut-être. T'as l'énergie pour faire ce que tu sais faire, mais pas plus. Donc, moi, c'était le sport, les jeux vidéo. C'est tout. Bon, maintenant, parlons un peu plus de la dépression, vraiment ce que c'est. Parce qu'il y a beaucoup de fois, on entend des choses un peu contradictoires, etc. Bon, je vais pas bien sûr faire un cours sur la dépression et montrer toutes les dépressions qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup de toutes sortes. Alors, la déprime et la dépression font partie des troubles de l'humeur. Mais contrairement à la dépression, c'est difficile de s'en sortir, on va dire, en peu de temps. C'est quelque chose qui est assez récurrent et on a souvent besoin d'aide. Et c'est quelque chose de plus grave. La déprime, ça arrive à tout le monde. On est déprimé 1 ou 2 jours, voire une semaine, et puis après c'est fini, quoi. On retrouve son humeur normale. Mais les troubles de l'humeur dépressifs, c'est sur le plus long terme, et on va voir 2 dépressions, plus une troisième qui serait une combinaison des deux. Donc on a le trouble dépressif caractérisé, et les troubles dépressifs persistants, et une combinaison des deux qui s'appelle la double dépression. Alors le trouble dépressif caractérisé, il arrive à un changement dans la vie, une perte dans notre vie, une perte d'un être proche, un événement qui nous touche. Et il dure minimum 2 semaines pour être dit dépression caractérisée. Elles peuvent durer des mois ou des années. Et sont en général très sévères, hein. C'est vraiment très lourd, on a du mal à s'habiller, on a du mal à faire... Ça impacte vraiment le quotidien. Donc ça impacte vraiment la capacité à faire des choses qui sont très simples, comme s'habiller, faire à manger, même se lever. Moi par exemple, il y a des périodes où j'avais vraiment du mal à me lever, et je restais dans mon lit pendant quasiment toute la journée, où je dormais 15 heures par jour. Donc ça fait partie des symptômes de ce phénomène qui durait plusieurs semaines, etc. C'est pas juste quelque chose qui dure 1 ou 2 jours où on a un coup de grosse déprime. Non, c'est vraiment sur le long terme, quelque chose qui dure et qui est assez stable. Moins stable que celui persistant, c'est quand même sur une période de 2 semaines. Donc il y a une perte d'estime de soi, il y a une perte de motivation, il y a une perte de goût, on n'a plus envie de rien, des choses qui auparavant nous faisaient plaisir, et là on n'y arrive plus à trouver du plaisir. Donc c'est vraiment ces choses-là. Alors sachant que si ça arrive pendant une fois, par exemple 2 semaines, on appelle ça un épisode dépressif caractérisé. Et si il y a plusieurs épisodes, on appelle ça un trouble dépressif caractérisé. Alors le deuxième, c'est le trouble dépressif persistant. Alors lui, c'est vraiment sur longtemps, c'est une déprime constante pendant 2 ans. Avec plus ou moins les mêmes symptômes que le trouble dépressif caractérisé, mais sauf qu'il y en a moins en nombre, et ils sont moins sévères. Donc ils n'empêchent pas, par exemple, en général, de se lever, ils n'empêchent pas de se faire à manger, mais il y a quelque chose comme ça qui est une perte de goût, comme je disais tout à l'heure, on a du mal à faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, tu peux aller au travail, tu peux t'occuper de tes enfants, tu peux faire à manger, etc. et être en dépression persistante. L'un n'empêche pas l'autre. Donc il y a aussi des pertes d'estime de soi, de motivation, etc. Mais c'est moins sévère, comme je le dis, que celle caractérisée. Mais c'est très long. C'est vraiment une très longue période. Alors les deux peuvent se combiner et former une double dépression. Alors double dépression, c'est vraiment un trouble c'est ce que je pense avoir eu personnellement, mais j'ai pas fait
diagnostic psychologique, on va dire, scientifiquement avéré. Mais c'est quelque chose qui dure sur le longtemps. Donc moi, j'ai fait une dépression pendant plus de 10 ans, 13 ans, un truc comme ça, 13-14 ans. Et il y a des moments où je pouvais faire, on va dire, plus ou moins ce que j'avais l'habitude de faire, et ça m'empêchait pas, même si j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire les choses quotidiennes. On va dire que je pouvais faire mon sport, je pouvais jouer aux jeux vidéo, mais il y a des moments, pendant longtemps, j'avais du mal à tout, en fait. Vraiment du mal à tout. J'avais du mal à me lever, je restais en pyjama pendant toute la journée, je me lavais pas pendant des semaines, je sortais pas pendant des semaines, enfin je ne faisais rien. Vraiment rien du tout. Donc c'était vraiment des périodes où je suis en déprime constante, mais j'arrive à faire quelques trucs. Voilà. J'arrive à faire quelques projets, essayer vaguement de renouer avec le monde normal. Donc d'aller faire des espèces de stages, recommencer quelques formations, etc. Avec mon ami, on va aussi dehors, on fait du sport, donc ça me permet de passer la tête au-dessus de l'eau, quoi. Puis j'ai des discussions avec ma mère, mon père, il y a quand même des repas qui se passent où je me fais pas trop engueuler, donc on va dire que j'ai quand même une famille sur qui je peux compter pour les discussions familiales sympas, quoi. Donc ça m'aide à... Alors, une dépression pour rien. Ça, c'est la grande question qu'on se pose. Enfin, que je me pose aussi. Parce qu'en même temps, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup d'années. Et j'ai pas vécu ce qui est normalement le lot de la jeunesse, de l'adolescence. Moi, j'ai rien vécu. Je suis pas parti en vacances avec des amis. J'ai pas fait de soirée. J'ai rien fait du tout. Pendant 13-14 ans à peu près. Donc du coup, c'est vrai que c'est quand même une perte énorme. J'ai pas eu de copine non plus, hein, donc j'ai pas eu les... La première fille à qui j'ai parlé de plus de 5 minutes, c'était à 25 ans par exemple. La première copine que j'ai eue, c'était à 27, et ça a duré 3 mois, mais ouais, c'était à 27 ans, donc c'était très tard. Donc oui, je suis resté puceau jusqu'à 27 ans. Et on va pas se mentir, tout ça, ça fait mal, et ça fera toujours mal. Même si le présent change, parce que souvent on regarde son passé par rapport à ce qui se passe dans le présent, et si le présent change par rapport à notre passé, on se dit, bon, finalement ça s'est amélioré. Il y a des fois où ça retombe et on trouve que finalement le passé est toujours là en fait, et là ça fait des coups de déprime, et ça arrive souvent, ça m'arrive souvent. Mais sinon quand même ça m'a permis ces 10 ans d'avoir beaucoup d'introspection, de me connaître très bien, de savoir ce que je veux, de savoir ce que je veux pas, parce qu'en fait quand on souffre, on est renvoyé à soi, et il y a un message, presque une obligation de regarder ce qui se passe à l'intérieur, où ça fait mal, pourquoi ça fait mal. Soit on accepte cette invitation, soit on l'accepte pas. Et moi je l'ai accepté, donc j'ai vraiment beaucoup réfléchi sur moi, même avant de lire la psychologie, et encore plus depuis que j'en lis. Mais même si c'est une plaie qui s'est refermée, c'est une plaie qui a laissé quand même des dégâts internes. Donc ça s'est refermé, la cicatrice est là, mais à l'intérieur ça fait quand même toujours mal, et ça fera toujours plus ou moins mal. Donc il faut vivre avec, le paysage. Bon, je le vis très bien, il n'y a pas de souci. Il y a des moments où c'est un peu plus difficile, il y a des moments où j'y pense, la plupart du temps j'y pense pas du tout, hein. C'est pas un truc qui me fait souffrir, c'est des moments comme ça. Puis ça m'a donné un rapport au temps différent, bizarrement je suis pas pressé par le temps, alors que peut-être que je voudrais rattraper le temps perdu, mais non, pas du tout, j'ai un rapport au temps très lent. D'ailleurs mon père, pour se moquer, il dit toujours que Quentin, il lui faudrait 3 vies pour réussir ce qu'il faut en une seule. Bon, il exagère un peu, mais je comprends le principe. Pour finir, j'aurais 2 petits conseils à donner, hein, comme ça, c'est rien de très... Premièrement, je dirais éviter de se comparer. Enfin, de trop se comparer, ça peut être intéressant de se comparer quand on a une estime de soi forte. Quand on a une estime de soi assez forte pour le supporter, c'est intéressant de se comparer. Mais quand on est en dépression, en fait, notre estime de soi est tellement basse que se comparer, en fait, on va forcément s'abaisser nous et grandir l'autre. Donc du coup, la comparaison va être à notre défaut. Donc ça va encore amoindrir notre estime de soi. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut éviter de faire. Il faut se dire que chacun est sensible à sa manière, à la vie, et que même en fonction des mêmes événements, certains seront en dépression et d'autres non. Par exemple, moi il y a quelque chose qui m'a bloqué, c'est Boris Cyrulnik. Alors c'est étrange parce que Boris Cyrulnik que j'ai beaucoup écouté, que j'ai lu, et c'est un psychiatre qui a subi le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, donc il était un juif, et
Il a perdu ses parents, enfin il a dû fuir, etc. Et il n'a pas fait de dépression au sens où il n'a pas fait, il s'est pas exclu du monde, il est resté à rien faire. Lui, il a fait vraiment, à l'opposé, il a été acharné justement pour réussir en médecine et devenir psychiatre. Et moi, quand je me suis comparé à lui, je me suis dit c'est incroyable. Lui, il a eu un truc 10 fois pire que moi. Moi, finalement, j'ai rien eu de spécial. Hein. Comme je l'ai dit, ma famille n'a pas de traumatisme spécial. À l'école, bon, voilà, j'étais pas un enfant doué à l'école, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas si grave que ça. Et lui, il a subi la Deuxième Guerre mondiale, et il a pas la même dépression que moi. Donc je me suis dit, je suis vraiment nul en fait. Je suis une grosse merde. Pour le dire clairement, c'est comme ça que je le ressentais. Et ça m'a bloqué. Parce que je me suis dit, putain, mais comment c'est possible que lui, il ait pas de dépression, alors que moi, qui subit largement un truc inférieur au niveau du traumatisme que lui, bah j'ai une grosse dépression de plusieurs années. Et ça, il faut se dire qu'on est tous différents, on a une sensibilité différente au monde, hein, on a une sensibilité différente aux choses. Comme tout, hein, c'est une question de, comme on dit, c'est une question de goût, bah là c'est une question de sensibilité. On ne réagit pas de la même manière aux événements, il y a des paramètres qui nous sont propres dans notre personnalité, notre génétique, notre chimie, nos pensées, nos comportements, notre personnalité tout simplement, hein, qui est pas la même que l'autre. Nos proches aussi, etc. Les gens qu'on rencontre, enfin il y a vraiment beaucoup de paramètres qui jouent en fait dans ce système-là entre un événement et la sensibilité qui va soit donner une dépression, soit donner d'autres phénomènes comme le déni ou autre chose. Qui n'est pas forcément mieux. Le déni, ça peut durer des années et ça peut d'un coup à l'âge de la retraite, par exemple, quand on arrête le travail et qu'on lâche un peu la pression, bim, hop, tout remonte. Donc c'est pas forcément mieux non plus. Hein. Alors vous ne connaissez pas les problèmes des gens, donc évitez de croire que les gens sont parfaits. Les gens ne sont pas parfaits, ils sont peut-être heureux quand vous les voyez, mais peut-être qu'ils ne le sont pas quand vous les regardez pas. Il faut pas se dire morbidement, lui il est heureux, mais en fait il est malheureux derrière, hein. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on connaît pas la vie des gens et que les gens ne montrent pas leurs plaies. Parce que si on montre ses plaies, on a peur que les autres mettent du sel dessus. Et le sel, ça fait mal sur les plaies. Donc on cache un petit peu chacun nos douleurs, et on n'en parle plus trop, comme dit un certain rappeur. Tapez Scylla si vous voulez voir le rappeur en question. Je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent aller voir. C'est une très belle chanson. Si on aime le rap. Hein. Donc la sensibilité que j'ai eue à cet événement, j'en suis en rien responsable. J'étais un enfant, un ado par la suite, mais je suis pas vraiment responsable entre guillemets de ce qui m'est arrivé. La responsabilité, c'est quelque chose de difficile à définir. On sait pas trop où elle se situe. On sait qu'il y a des déterminismes de partout. Donc les déterminismes, c'est vraiment ce qui détermine des événements, des causes qui sont indépendantes de notre volonté. C'est-à-dire c'est pas nous qui pourrons agir dessus. Par exemple, si on a une maladie, il y a un déterminisme biologique, je peux rien faire contre ma maladie. Bah, la dépression, c'est aussi une maladie. C'est une cause psychologique, environnementale, et je ne suis pas responsable de ma dépression. Mais je pense que se dire toujours ce même message de non-responsabilité n'aide pas forcément. Il faut aussi se dire qu'on a une responsabilité de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait de nous, comme disait Sartre. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on a fait de nous, de ce que la nature a fait de nous, notre corps, etc. De ce que nos parents ont fait de nous. C'est notre enfance, on était petits, etc. Donc on n'est pas responsable de ça. Mais on est quand même en partie responsable. Il faut se le dire, il faut s'envoyer ce message à soi-même pour essayer de relever la tête hors de l'eau suffisamment, pas trop, hein, parce que sinon, comme je l'ai dit, en fonction de l'estime de soi, bah, si on culpabilise trop, eh ben, ça va pas nous aider à nous en sortir. Donc il faut doser. Donc je suis responsable, mais pas trop, ceci c'est pas moi, j'étais pas responsable, etc. Il faut essayer de voir ça, ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Voilà, pour le dire simplement, il faut essayer de délier les fils. Et le deuxième gros message que j'aimerais passer, allez voir le psy. C'est important. Vraiment.